L'antisémitisme remonte quasiment à la naissance du christianisme pour une raison très simple. Le christianisme est né du judaïsme et pour s'en détacher au fil des siècles, les églises ont mis en place différentes accusations contre les juifs afin d'affirmer la primauté du christianisme. Et c'est ce qui a donné lieu au développement de toute une série d'accusations au fil des siècles contre les juifs, notamment des accusations de crimes rituels, ensuite diverses accusations concernant l'un ou l'autre aspect de la vie des juifs au sein des sociétés chrétiennes en Europe et aussi au Moyen-Orient. Et par-dessus ça sont venus se greffer, plus on avance dans le temps et plus on se rapproche du XXIe siècle, des accusations qui étaient de nature de plus en plus diverses et de plus en plus variées, avec au XIXe siècle la naissance de la biologie et d'une croyance que les races existeraient et qu'on pourrait les distinguer génétiquement, a été inventée l'idée que les juifs seraient une race en soi, et donc l'antisémitisme, qui est le terme qui est apparu au tournant des années 1870-1880, était une manière de dire qu'on était contre les juifs en créant une race sémite, entre guillemets, ce qui est en plus une perversion qui vient de différents éléments, mais ce qui est intéressant, c'est que pour créer la race sémite, on a dévoyé des études de langue, puisqu'il y a des langues sémites, l'hébreu, l'arabe, l'araméen, et même des langues éthiopiennes, et qu'à partir de ce groupe de langues, des théoriciens au 19e siècle ont expliqué qu'il y aurait donc une race sémite, et contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, la race sémite, c'est uniquement les juifs. Donc l'antisémitisme, c'est de combattre, entre guillemets, une race qui serait la race juive et qui n'existe que dans l'esprit des antisémites. Dans la tête des antisémites, il y a deux choses. Autant ce qui est appelé à la fin du 19e siècle des races inférieures, les Noirs, les Asiatiques, les Arabes, on peut les reconnaître parce qu'ils ont une différence physique par la couleur de peau. Autant les Juifs, on ne peut pas les reconnaître. Ils vivent parmi nous, mais on ne peut pas les distinguer. Et donc cet élément-là, il va donner naissance à plein d'accusations nouvelles aussi, notamment l'idée que ces Juifs sont parmi nous et ils nous dominent. Et en fait, Hitler, par exemple, et c'est un des traits particuliers de l'antisémitisme nazi, est animé par l'idée qu'il y a un combat pour la domination du monde entre la race aryenne qui serait pure et une race juive, entre guillemets, qui serait totalement impure, qui proviendrait d'un mélange entre des populations noires et des populations méditerranéennes. Et donc, pour la domination du monde, il y a un combat entre la pureté aryenne et l'impureté juive. Donc, c'est pas une question de race supérieure contre une race inférieure, c'est une question d'une race supérieure pure contre une race qui dominerait le monde grâce à ses pouvoirs magiques. La race aryenne, ça serait un groupe nordique, plus ou moins vague, qui va des pays scandinaves jusqu'au nord de l'Italie. Ça serait ça, la race aryenne. Mais c'est une fiction. Théoriquement, le terme arien désigne des peuplades qui viennent de l'Inde initialement. Et en premier lieu, les Aryens authentiques, ce sont les Tziganes qui sont réputés venir de l'Inde. Donc toutes ces questions de race sont des perversions qui ont été théorisées sous couvert de biologie à la fin du 19e siècle, mais qui s'ancrent dans des théories beaucoup plus anciennes. Par exemple, au Moyen Âge, on estime que les Noirs n'ont pas d'âme. Donc on a une théorie raciale, mais qui devance de plusieurs siècles la découverte de la génétique et de la biologie. Il n'y a pas d'obligation en soi. Il y a un élément qui est fondamental, c'est que l'Europe, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, s'est construite par rejet et en opposition à ce qui s'est produit pendant la Seconde Guerre mondiale. Aussi bien en Allemagne, ça c'est l'évidence, mais en France aussi, la constitution de la Quatrième et de la Cinquième République dit explicitement que par rejet et contre ce qui s'est passé pendant l'existence du régime de Vichy et des atrocités qui l'ont accompagné, il s'agit de combattre ces haines qui ont provoqué cette guerre qui a déchiré l'Europe. Et la Constitution européenne également s'est revendiquée d'être un moyen de combattre Auschwitz en tant qu'idée, qu'héritage. Donc c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui constitue le socle de la société dans laquelle on vit et sur laquelle cette société a été construite. Ça, c'est le vœu pieux. La réalité, on la constate depuis des décennies, c'est que malgré cette volonté-là revendiquée, le plus jamais ça,
En fait, le ça s'est reproduit régulièrement. Il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda et il y a plein d'autres événements à travers le monde qui montrent, y compris en Europe, avec la guerre en ex-Yougoslavie, les violences contre les Bosniaques, c'est-à-dire les populations musulmanes de Bosnie, que le plus jamais ça, en fait, c'est un vœu pieux et que souvent ça se heurte à la réalité qui est beaucoup plus complexe en termes de volonté et de combat contre ce type de violence. C'est pas qu'on n'arrive pas, c'est que certains en ont tiré des leçons, tandis que d'autres n'en tirent aucune leçon ou au contraire souscrivent totalement à ce qui s'est passé. Faut pas croire que parce que le Troisième Reich et ses alliés ont été vaincus en 1945 que leurs idées ont disparu, même si la plupart des gouvernements en Europe occidentale, c'est ça le problème, c'est qu'il y a que l'Europe occidentale qui semble avoir intégré cette réalité-là. Ces gouvernements-là, depuis 1945, s'inscrivent dans le rejet de ce qui s'est produit. On peut constater que de par le monde, c'est pas quelque chose qui est acquis partout. Et on peut voir aussi qu'en Europe, depuis au moins 20 ans maintenant, on a un retour très fort des extrémismes. Une partie des populations s'est saisie de cette histoire-là, qui constitue une part de notre culture, mais que pour une autre partie de la population, soit c'est pas un sujet, soit au contraire, elles sont d'accord avec ce qui s'est passé. L'humanité tire rarement des leçons de l'histoire. En fait, l'histoire est un perpétuel recommencement et d'un côté, il y a ceux qui essayent de tirer des leçons du passé et d'autres qui se fichent des leçons du passé. Il suffit de voir, par exemple, en Europe, la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, alors qu'on pensait que le territoire européen était débarrassé de la guerre. Oui, on peut être pessimiste en constatant que malgré tout, malgré la présence dans la culture de films, de photos, de romans, de tout ce qu'on veut, malgré tout ça, ça continue d'une manière ou d'une autre et que certaines personnes n'y voient aucun problème. C'est pas tant si on en parle plus, c'est si on en parle correctement surtout, puisque on est dans des sociétés en Europe où on en parle pas mal, enfin pas mal, relativement régulièrement. Le 27 janvier, c'est, on va dire, la journée dédiée à ça. Est-ce qu'il y a nécessité d'en parler plus? Je suis pas convaincu. C'est-à-dire que cet événement-là est très important, pour toutes les raisons que j'ai évoquées et plein d'autres. C'est pas le seul événement important qui concerne des violences contre les populations non plus. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'on en parle correctement et c'est surtout ça le sujet. Est-ce que c'est bien abordé? Est-ce qu'il est mis à la disposition d'une manière qui leur permet aussi de réfléchir? Est-ce qu'il y a obligation de se remémorer? Non, il y a obligation de connaître l'histoire, mais on ne peut pas obliger les gens à se remémorer quelque chose. Connaître les faits, c'est une chose. Ensuite, libre à chacun d'en tirer les leçons qu'il veut en tirer.